Chers télétravailleurs, bienvenue. Vous venez de rejoindre la pause où nous discutons de télétravail sans filtre. Je m'appelle Guillaume, je suis product owner en remote et j'anime ces pauses avec Martin. Ensemble, nous discutons de tous les aspects du télétravail, mais pas que, pour partager nos trouvailles, nos galères. Bref, de tous les aspects de nos boulots. Alors, prenez un café, détendez-vous et venez partager nos expériences. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la pause télétravail. Bonjour à Martin et bonjour à Romain. Salut Guillaume, salut Romain. Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer un petit peu un nouveau format. Donc, on va commencer par faire un tour de table pour dire un peu qu'est-ce qu'on a en ce moment, qu'est-ce qui se passe en ce moment un peu dans notre vie, là, sur quel sujet on se concentre. Donc moi, en particulier en ce moment, je suis en train de me pencher un peu sur le continuous integration. On a des petits soucis pour organiser nos releases et le résultat du sprint dans notre équipe. Donc je suis en train de retourner un peu sur les fondamentaux. Si quelqu'un a la Bible ou des très bons documents à recommander, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Martin ? Moi j'en ai déjà un peu parlé dans celui de la dernière fois et même celui d'avant. Mais en ce moment, suite à des licenciements économiques, je suis en pleine recherche d'emploi. Et du coup, je redécouvre, j'avais pas vraiment oublié, mais je redécouvre quand même les joies des process de recrutement tech et la pléthore d'interviews et puis le côté un peu random et le manque de clarification sur les expectations. Rien d'extraordinaire voilà, nouveau depuis la dernière fois ? J'ai eu un nouveau refus. Qui en plus, pour le coup, dans une boîte j'avais postulé pour avoir de l'entraînement, parce que du coup, c'est une boîte plus grosse que ce que je vise exactement. Et finalement, j'avais fini par être hypé parce que la boîte a des process cool et que la culture avait l'air cool. Et finalement, pour un truc un peu random j'ai du mal à voir comment j'aurais pu prévoir et corriger ça. Ça s'est mal terminé. Mais avec un feedback très détaillé et relativement positif. Donc, c'est un peu frustrant. Mais... Okay. Et Romain, qu'est-ce que tu fais, toi ? Moi, je reviens de vacances et je tente d'améliorer ma balance suite à mon nouveau poste, car je suis devenu staff. Et du coup, je tente d'améliorer mon temps de travail entre le travail que je dois faire pour mon équipe Scrum et un peu mes responsabilités de staff. Et je pense pouvoir dire que c'est un échec cuisant. mais c'est bien parce que si on part de bas, on ne peut que s'améliorer. Mais c'est ouais. J'aurais plein de questions à te poser sur le travail de staff, tiens. Parce qu'il y a pas longtemps, je suis tombé sur un webcomic. Je viens de devenir staff, donc je sais pas encore la réponse. Mais là, le webcomic, c'était en gros la vie de junior jusqu'à staff, où en gros c'était une dev qui disait j'ai envie d'être là où les décisions soient prises, il faut absolument que je devienne staff. Et finalement, elle devenait staff et elle se demandait pourquoi je suis là. J'ai envie de retourner au moment où je faisais du dev et que j'étais efficace. Du coup, je sais qu'il y a pas mal de littérature sur le sujet et je compte notamment lire un livre qu'on m'a recommandé, donc on pourra en parler quand j'aurai fini cette lecture. Et que tu auras un peu plus d'expérience pour nous en parler. Ok, merci pour ce partage. Du coup, ça nous ouvre des possibles sujets pour la prochaine fois. En deuxième rubrique, on va essayer de partager un peu une recommandation ou un tips pour faciliter le télétravail ou les problèmes qu'on pourrait avoir. Je crois, Romain, comprendre que tu es debout à ton bureau là, présentement. Tout à fait, j'ai un petit bureau qui peut bouger. De ton bureau assis debout. Là, c'est pas moi qui bouge, c'est le bureau. Écoute, en tout cas, en tant que position de staff, je trouve que ça donne, tu vois, genre une posture plus haute. Quand tu baisses ton bureau, tu regardes les gens de haut, tu vois. Tu pourrais avoir une position qui te donne. Donc je devrais être un peu comme ça, en fait.
Pro type de la journée, prendre un bureau debout pour pouvoir se mettre en position dominante lors des réunions. Putain, moi je prends le conseil pour les recrutements. Franchement, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Toi, Martin, t'as déjà essayé ou Ben, j'en ai un, et ben, on a parlé un petit peu avant, mais moi, mon expérience, c'est que pendant 3 mois, je me suis motivé et je m'en servais. Du coup, je passais 2 heures par jour au minimum debout. Et puis après 3 mois, j'ai abandonné. Et du coup, ça fait 1 an, enfin 2 ans presque maintenant que ça me sert plus à rien. Ok. Donc moi là, je suis pas très bien assis. Des fois, j'ai un peu des douleurs. Vous me recommandez pas ça. Vous me recommandez peut-être plutôt de changer de chaise carrément ou de changer de bureau. En Ouais, vrai, je pense qu'une bonne chaise, c'est plus important qu'un bureau debout. Mais je dirais pas que je recommande pas un bureau debout. Il faut juste être conscient que ta flemme va potentiellement être plus forte que ton envie d'être en bonne santé, quoi. c'est cher juste pour cet avantage, mais au final, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le bureau debout, c'est que même en étant assis, tu peux le mettre à la hauteur parfaite. Ouais, en vrai, je suis d'accord avec Romain. En termes d'ergonomie, même si t'es pas debout, il y a des petits avantages quand même. Et si t'as pas ça, en fait, t'es obligé de jouer sur la hauteur de ta chaise, et du coup, tes pieds, ils touchent plus ou moins le sol, et enfin, je sais pas, moi, Toi, tu préfères régler le. En fait, si tu trouves que régler le bureau, c'est quand même plus ergonomique que régler la chaise, quoi, finalement. ouais, j'aime bien que mes pieds soient à une certaine distance du sol, en fait. Et Et si jamais je dois jouer sur la chaise, ça me dérange. c'est ça, si t'achètes une vraie chaise, enfin typiquement moi j'ai eu la chance de pouvoir acheter une Herman Miller avec une boîte passée, et dans la doc qu'ils te donnent avec, on te montre comment régler la chaise, et on te dit que c'est très important. Du coup effectivement si après tu dois régler et casser ces réglages-là pour le bureau, a priori tu perds un peu l'ergonomie de la chaise, quoi. J'imagine tellement Romain qui s'assoit dans sa chaise après que quelqu'un l'ait utilisé et tout de suite il sent la différence. Et, Bah alors, fort heureusement, vu que je suis souvent en télétravail, la seule autre personne Ça qui va. utilise cette chaise, c'est mon chat. Et lui, il est très sympa, il change pas les règles. Très bien, parfait. Donc voilà, le pro tip de la semaine, un bureau réglable pour avoir une meilleure position assise, pas pour être debout, et un chat pour garder et surveiller sa chaise. Non, en vrai, un vrai conseil, parce que souvent ça peut paraître idiot et enfin, on n'a pas l'impression que c'est game changer, mais une bonne chaise, ça change vraiment beaucoup de choses. À partir de combien tu penses que c'est une bonne chaise Je sais pas, enfin, je pense pas que ce soit une question de prix. Typiquement, la mienne, je l'ai achetée d'occasion, et en plus, c'était financé par ma boîte. Du coup, elle coûtait, enfin, je crois que j'ai payé 400 €, ce qui est relativement cher, mais moi, c'est ma boîte qui paye. Euh, mais je pense que c'est plus la recherche ergonomique, et t'as plein de reviews sur internet qui peuvent t'orienter vers un truc. Ouais, d'ailleurs, si on s'attarde un tout petit peu plus sur le tips, je dirais ne pas hésiter à effectivement chercher une chaise ergonomique, mais à essayer de la tester avant, parce Ouais. qu'au final, c'est pas non plus le fait d'acheter une chaise à 1000 € qui va faire que, en fait, c'est la bonne chaise pour toi. Donc, pas hésiter à tester en fait des chaises différentes, quitte à aller chez des revendeurs de chaises, juste s'asseoir sur leur chaise et rentrer chez toi parce que c'est pas la bonne quoi. Ce qui est pas forcément évident. Enfin, typiquement, Herman Miller, c'était pas à Paris. Je sais pas si c'est facile d'en tester en France. Donc, mais ouais, Mm. si t'as l'occasion, effectivement, je pense que c'est une bonne idée. J'avoue. Très bien, merci beaucoup. Donc on va passer là dans le vif du sujet de cette semaine. Donc on avait sélectionné ensemble de parler des Scrum Events ou des rituels ou des cérémonies. Donc dans le site scrum.org, donc je mettrai le lien en description, eux ils décrivent 5 événements. Donc il y a le sprint planning, le daily, la review de sprint et la rétrospective. Euh, je sais que souvent il y a d'autres choses qui peuvent en faire partie dans les différentes implémentations. Nous par exemple on avait le backlog refinement. Euh, donc le premier, le sprint, je pense que c'est le truc le plus appliqué dans les implémentations agiles. Euh, c'est en fait une time box de temps de développement dans lequel on fait tous ces rituels pour avoir une cadence régulière et produire un incrément de valeur au produit en théorie. Je pense que ça permet beaucoup de donner une habitude et un rythme à l'entreprise. Euh,
Parce que en fait, si on fait pas ça, c'est-à-dire qu'on essaie de faire un peu l'agilité de façon chaotique, je suis pas sûr que ça donne des très très bons résultats, quoi. En tout cas, si on veut être prévisible, il vaut mieux avoir une cadence régulière. Je pense que c'est à peu près ça le premier but. Nous, on utilise 2 semaines, je sais pas trop. Là, ils recommandent un mois ou moins. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur la durée des sprints? Voilà. Je trouve que 2 semaines, Moi, c'est pas trop court et c'est pas trop en long non fait, plus, quoi. Tu vois, il faut un truc pas trop court. Trop court, tu fais que des cérémonies. Trop long, tu mets tellement de temps que tu peux pas vraiment avoir un plan qui va pas changer, en fait. je pense que ça dépend. Enfin, voilà. Le chien semble être en désaccord avec toi. Ouais. Moi, j'allais dire, enfin, déjà, t'as dit, c'est le truc le plus utilisé le sprint. Je pense que, enfin, moi, en tout cas, de mon expérience, c'est souvent le plus décrié aussi. Et en vrai, dans mon expérience, souvent, on finit par s'en éloigner. Ne serait-ce que parce que, en fait, on n'a pas envie de courir, quoi. Et donc, l'image du sprint, elle est pas, enfin, c'est pas exactement celle que les gens ont vraiment envie d'avoir au final. Sur la durée, globalement, toutes les boîtes dans lesquelles j'ai été, en tout cas, même quand tu t'éloignes du sprint, elles aiment bien avoir des milestones, enfin une milestone régulière, quitte à rater des rendez-vous. Mais le fait d'avoir un rendez-vous, effectivement, c'est un truc, en général, facteur de motivation dans ton équipe parce que tu sais qu'il y a des trucs et que si tu les finis là, bah, tout le monde va être content. Mais sur la durée, je trouve que c'est hyper difficile parce que ça dépend beaucoup du contexte de ta boîte, du nombre d'équipes, qu'est-ce qu'elles font les équipes, etc. J'ai vu que en général, la plupart des boîtes, elles essayent de synchroniser ça. Donc en gros, d'avoir la même durée d'itération et les mêmes débuts et fins pour toute la boîte. Je... En vrai, je me questionne sur le fait que c'est forcément une bonne idée. Euh, Typiquement, un des trucs que j'ai vu aussi, c'est potentiellement d'avoir des itérations un peu plus longues que des sprints, et qu'on n'appelle pas des sprints du coup, et qui sont un rendez-vous pour toutes les équipes pour faire des démos ou montrer ce qu'on a fait. Et après, laisser les équipes à l'intérieur gérer comment elles arrivent à ce moment-là. Et je trouve que la souplesse était plutôt cool. Je sais pas si ça marche particulièrement bien ou pas, parce que je l'ai pas vu pendant assez longtemps. Mais dans l'idée, je trouve que c'est intéressant. Mais c'est vrai que moi, ce que j'apprécie le plus, c'est surtout la régularité des rituels, en fait. Je trouve que c'est vraiment ça qui permet d'avoir que dans ton planning, tu as 80% du temps où tu sais ce que tu fais et que quelques, on va dire, enfin 20% dans l'idéal, où tu gères des perturbations ou des choses, des événements exceptionnels. Mais avoir une régularité, ça te permet vraiment de te projeter, en fait, et je trouve ça vraiment bien pour organiser les releases, organiser les événements avec les synchronisations plus larges quand tu as vraiment une grosse boîte, etc. Mais le sprint en lui-même, de découper en 2 semaines ou en 3 semaines, peut-être que ça a des petits effets pervers, comme tu dis, à la fin tu commences à couper, à essayer de raccourcir ou de prendre des raccourcis pour aller plus vite, etc. Donc c'est quelque chose qu'ils disent de ne pas faire, hein, dans Scrum Org. Normalement, tu dois traiter les tâches que t'as pas finies d'une autre manière qu'en prenant des raccourcis pour les finir. Mais Mm. et du coup, si t'enlèves le sprint, au final, ça devient quoi? Ça devient plutôt un board Kanban que tu gères où tu tires vraiment, t'as que ton backlog trié et tu les tires dans l'ordre. Et après, tu as des événements rituels, mais pas forcément quoi, le sprint planning ou la sprint review, c'est ça? Je pense que tu fais un peu ce que tu veux. Nous, on faisait du Kanban, typiquement, mais il y a des teams qui essayaient du shape-up. Et après, shape-up a fini par être imposé à tout le monde, ce qui était un peu dur. Parce que du coup, tu finis avec le même souci que quand tu fais un sprint avec tout le monde. Mm. Mais, euh, mais je trouve que souvent, enfin, moi, je me rappelle de discussions avec Romain là-dessus, mais souvent, un des faits, enfin, des trucs qui fait qu'on s'éloigne des sprints dans une boîte, c'est souvent le fait que, en fait, ça définit ton pas minimal d'agilité. Parce que du coup, dans ces sprints, t'es pas censé changer ce scope. Et que souvent, en fait, t'as envie de le faire quand même. Et en fait, tu dévoies complètement l'idée du sprint parce qu'il n'y a plus d'engagement fort de ton équipe parce que de toute façon, le scope va changer. Et que ça enlève complètement le sens du sprint. Peut-être que dans le monde idéal où les sprints étaient respectés, ce serait plus efficace que ce que moi j'ai vécu typiquement. Mais... Ok. Ouais, non, C'est d'accord. c'est assez vicieux parce que, en fait, le
le fait ou pas de respecter le sprint et le sprint en tant que concept, c'est lui qui pose énormément de choses en fait. La sprint review dépend du fait que tu fais un sprint, la rétrospective aussi. Le calcul de ta vélocité se fait par rapport au sprint. Donc tout ça, ça dépend du sprint en fait. Et donc c'est relativement assez important de le respecter du coup. Et tu as normalement dans ton sprint l'idée d'avoir un goal relativement précis en fait. Ça veut pas forcément dire que toutes tes stories dans le sprint sont forcément associées uniquement à ce goal-là, mais c'est le goal le plus important. Et c'est ça qui donne ta trame la plus importante sur tes priorités. Maintenant, ce qui est assez vicieux, c'est que on te dit qu'à la fin de ton sprint, tu dois donner un artefact incrémental, en fait, par rapport à l'autre artefact que tu avais donné au sprint d'avant. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une release, en fait. Et je pense que le choix de la durée de ton sprint, je crois qu'il recommande entre une semaine jusqu'à un mois, il dépend pour moi, en fait, beaucoup de ça, en fait. Et parce que si jamais tu es vraiment en continuous delivery et que chacun de tes artefacts de fin sprint est une vraie release, parce que par exemple, peut-être tu travailles dans le web ou tu fais une app ou un truc comme ça, en réalité, tu vas probablement avoir un certain process aussi de qualité qui est du coup intégré au sprint en réalité, qui peut pas être après le sprint. Et en fait, peut-être que tu vas partir sur 2 semaines de dev et 1 semaine de qualification, par exemple. Alors que si tu veux essayer de faire un sprint de 1 semaine, ça va être compliqué de te dire j'ai travaillé 3 jours et je vais faire ta qualification pendant 2 jours. Mais déjà, qu'est-ce que tu fais de ton artefact? Ça change beaucoup. Parce que inversement, t'as des boîtes qui vont fonctionner en Scrum, mais sur en fait un mode de projet un peu plus normal où le client va pas forcément regarder tous les artefacts en détail, voire même pas du tout. Peut-être qu'il va regarder que des grosses milestones comme ce que tu disais, Martin. Oui, si jamais il regarde entre temps, il va pas aller regarder en détail. Et donc du coup, là, en fait, tu n'as peut-être pas forcément besoin de la même rigueur dans ton sprint. En fait, tu vas peut-être pas faire une full qualification à chacune de tes sprints, même si ça a aussi des intérêts, parce qu'encore une fois, le sprint te permet d'être t'as ta mesure. Donc ta review au début, la rétrospective à la fin, il te calcule ta vélocité. Et si en fait tu as amassé des bugs pendant ton sprint, ton calcul de vélocité, il est plus bon, quoi. En fait, moi j'ai l'impression que ça revient toujours à une espèce de notion où tu peux pas vraiment figer à la fois le scope et le temps, quoi. Soit tu te donnes une cadence régulière, et dans ce cas-là, le scope ou le contenu de ce que tu arrives à faire est négociable, parce que tu découvres des empêchements ou des choses comme ça. Soit tu décides que, en fait, le contenu est non négociable, et dans ce cas-là, tu es obligé d'ajuster le temps parce que tu vas trouver des empêchements ou des ralentissements, ou enfin des accélérations, mais j'imagine que ça arrive rarement quand même. Mais du coup, donc si tu es une simple équipe, j'ai l'impression que, enfin, passer en Kanban et dire que ton scope, par exemple, il est figé et que tu fais une release que à la fin d'avoir fini une feature, ça paraît assez raisonnable parce que tu es tout seul à participer, quoi. En revanche, s'il y a vraiment beaucoup d'équipes, à mon avis, enfin, le fait d'avoir une cadence régulière, ça te permet de toujours faire des releases, etc. Et de pas faire que les autres équipes sont tributaires les unes des autres sur le contenu, quoi. En revanche, ça veut quand même dire que effectivement, les objectifs des sprints, ils sont pas toujours atteints, quoi. Et que peut-être il faut se donner de la souplesse ou de la flexibilité dans l'organisation sur le contenu du sprint ou ce que tu acceptes de la part d'imprévisibilité que tu acceptes, quoi, au final. Ça t'empêche pas de pouvoir les faire quand même et d'essayer d'être le plus prévisible possible, mais c'est juste si jamais ça arrive pas, tu dis ok, c'est pas grave, nous on force le temps, on force pas le scope, quoi. Le planning joue énormément aussi, du coup. Parce que le problème, c'est que nous, en tant qu'humains, on a tendance à être très optimiste au planning, en fait. Et on sait pas forcément très bien estimer aussi des choses qu'on n'a pas encore fait. Et c'est ça qui joue beaucoup souvent, en fait, quand des coachs arrivent pour installer Scrum à un endroit, ils préfèrent avoir des sprints, entre guillemets, sous-estimés, en fait. Il vaut, en général, mieux sous-estimer que surestimer. Parce que si tu finis ton sprint en avance, c'est pas grave. Tu vas faire des tâches d'ingénierie, de refacto ou autre. Alors que l'inverse est beaucoup plus gênant. Ouais, et encore une fois, si tu prévois ta QA, ta qualification aussi, en fait, par définition, tu devrais toujours être en sous-estimation, en fait.
Mais ouais, je pense que de toute façon, t'as plutôt envie de finir par ajouter des trucs dans un sprint parce qu'il était sous-évalué plutôt que de dire on va changer le scope et mettre des trucs. Enfin, on va faire un scope surévalué et mettre des trucs que vous allez pas finir et qui vont déborder sur après. Parce que du coup, l'intérêt du sprint, qui est un vrai intérêt, je trouve, parce que enfin, typiquement avec Kanban, nous on a, enfin en tout cas moi j'ai pas trouvé la bonne solution pour donner la visibilité sur est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce qu'on est on track pour shipper un truc au moment où c'est prévu, parce que du coup comme il y a des tâches qui sont plus long terme et qu'elles vont venir au fur et à mesure et qu'elles n'ont pas été dérisquées au moment où on avait envie de les dérisquer, parce qu'elles sont pas dépilées encore. Le moment où tu peux dire c'est bon, on est toujours sur la bonne voie, il est un peu indéfini, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé la vraie solution à ce problème. Et le sprint est censé t'apporter ça, quoi. Par contre, je suis pas d'accord sur ce que tu disais sur le fait que Kanban, si t'as plusieurs équipes, ça rend les releases plus difficiles. Parce que enfin, après, ça dépend de qu'est-ce que c'est ton soft et sur quoi tu bosses comme projet exactement. Mais si tu regardes la plupart des softs aujourd'hui, une grande partie des softs aujourd'hui, ils ont décidé de release often. Et donc, tu as des grands numéros de version et tout le monde s'en fout et c'est pas grave. En fait, tu peux avoir plusieurs releases par jour. Et typiquement, nous, ce qu'on faisait, dans une équipe où nous, on était en Kanban, mais pas toutes les autres, de toute façon, tout le monde réalisait quand il avait un truc à réaliser et c'est tout, quoi. Et potentiellement, tu vas shipper des trucs incomplets qui sont cachés en même temps, c'est pas grave. Ouais, donc là, si c'est en pur DevOps, par exemple, je pense que c'est facilement atteignable, effectivement, de pouvoir avoir des équipes qui sont pas tributaires les unes des autres parce que tu peux déployer un peu dépendamment des autres. Tu as une CI et une CD qui est vraiment au top et tu es à peu près sûr. T'enlèves pas le fait que les équipes sont tributaires les unes des autres, parce qu'il y a quand même potentiellement des moments des moments de synchro, quoi, où t'as besoin d'attendre la feature d'un autre pour. Mais par contre, normalement, enfin, il y a peu de cas, je trouve, où t'as une vraie raison de dire j'empêche les gens de faire une release parce qu'il y a un autre truc qui est fini. Parce que t'es pas obligé de dire qu'une release elle doit contenir toutes les features du monde. C'est pas grave en fait. Bon. Et typiquement, c'est ce que Google avait fait avec Chrome et qui a fini par contaminer la plupart des trucs. Du coup, tu as un numéro de version qui grossit très vite, mais t'es pas obligé de faire toutes les mises à jour. Mais au moins, si tu as envie, tu peux être cutting edge facilement, quoi. Ok, bon. Mettons, on est parti sur le sprint. Donc la suite des événements, c'est le sprint planning. Donc Scrum.org dit que ça permet de planifier, tu planifies ce qu'il y a sur le sprint. Normalement, tu te donnes, enfin dans cette implémentation, un objectif qui est pas juste des tickets, mais plutôt genre quelle est, enfin on va dire l'idée du sprint, genre avancer tel épique, je sais pas moi, réduire, augmenter la qualité. Il recommande 8 heures pour les sprints de 1 mois et moins pour les sprints plus petits. Et donc c'est une fois par sprint. Et la justification, c'est que ça réduit le nombre de réunions nécessaires si on fait un gros planning tous ensemble au début. Sachant qu'après, l'équipe est censée se rappeler des objectifs et de faire en sorte de s'auto-organiser pour réaliser les objectifs, quoi. Il recommande vraiment 8 heures de sprint planning. Pour un Pour un mois. mois. Pour un Le mois. sprint Ouais, fait un mais mois. quand Si tu même. fais 2 semaines, c'est 4 heures. 4 heures. Euh, donc moi, ce que je peux en dire là-dessus, c'est 4 heures des fois, c'est, enfin, si le sprint il a été bien préparé avant, en fait, on n'a pas besoin de tout ce temps-là en général. S'il est pas prêt, en fait, on a besoin parce que ça veut dire si on rentre pas dans le planning avec un backlog correct ou propre, c'est juste pas possible, quoi. Si le backlog il est propre et on sait déjà à l'avance ce qu'on va faire à peu près, en fait, t'as juste à revoir, on va dire, un petit peu les risques, vérifier que la capacité est bonne, ajuster, on va dire, un petit peu, et t'as peut-être pas forcément besoin des 4 heures, quoi. Mais c'est quand même une bonne occasion de redonner une vision à l'équipe et de vérifier que si quelqu'un revient de vacances, il sait il sait où il atterrit et de faire les ajustements nécessaires, quoi. Mais Est-ce que, pardon? non, j'allais te poser une question du coup, parce que ça fait peut-être aussi mon étonnement sur les 8 heures de sprint planning. Normalement, qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi du coup le rôle du sprint planning? Non. Donc l'artefact du sprint planning, c'est de produire le plan du sprint avec son backlog, avec un ordonnancement de priorité. Donc c'est la quantité qu'on pense qu'on va faire dans ce sprint sur laquelle on s'engage.
et les objectifs du sprint. Donc, et ensuite, on est censé communiquer cet artefact aux autres équipes ou au management ou les gens qui sont censés, qui s'intéressent, quoi, les stakeholders de l'équipe, quoi. Mais du coup, t'es censé partir d'où? Parce que c'est ce que tu commençais à dire, mais. C'est le paradoxe, en fait. Pardon? Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un très gros paradoxe là-dessus. C'est en sprint planning que tu es censé sélectionner les items du gros backlog à mettre dans le backlog du sprint. C'est d'ailleurs dans Scrum le moment où les stories vont avoir besoin d'être estimées. C'est-à-dire que dans le gros backlog, ça n'a pas forcément besoin d'être estimé, mais le seul moment où Scrum parle d'estimation, c'est quand tu mets tes items dans ton sprint, elles doivent être estimées de façon à ce que tu puisses savoir que tu vas respecter ton sprint. Et donc en fait, il y a un gros paradoxe, c'est-à-dire que soit ton sprint planning, c'est le moment où en fait tu estimes chacune de tes tâches pour voir effectivement si elles rentrent ou pas et tu les regardes en détail. Mais si tu fais ça, en fait, c'est trop tard. ça prend beaucoup de temps et c'est vraiment compliqué. Donc, ce qui arrive, c'est qu'en général, il y a déjà, comme tu disais, Guillaume, un travail préalable qui a été fait. Mais ça, c'est hors spec par rapport à Scrum. Et c'est très flou, en fait. Il y a un gros paradoxe là-dessus, je trouve. Ouais. Mais enfin, donc nous, la façon dont on l'implémente, c'est qu'on a un template à remplir et on retourne, on vérifie la capacité de l'équipe. Ensuite, on se donne des objectifs, on vérifie l'état du backlog. S'il y a des tickets qui sont pas clairs, on les clarifie, on les réestime. Et ensuite, on liste les risques qu'on évalue par rapport à tout ça. Et on essaie de réduire les risques si on peut. Donc, par exemple, si on a une grosse incertitude sur un ticket, c'est le moment où on va se dire, ah bah en fait, celui-là, il faudrait mieux aller parler à un tel ou etc. On va vérifier s'il est disponible. On se marque des actions à faire tout de suite pour essayer de permettre la résolution des tâches, en fait. Et à la fin, on se donne, on va dire, on se donne un niveau de confiance. Et puis bah après, c'est ça qu'on on s'engage ensuite vis-à-vis des autres équipes. Mais bon, c'est pas vraiment un engagement. Enfin, donc là, ça dépend de l'organisation, mais nous, c'est un engagement sur lequel on peut revenir. Mais en tout cas, ça donne un état de santé de comment on est rentré dans ce sprint, quoi. Et ça donne aussi une liste de choses pour potentiellement le PO et le Scrum Master pour aider les devs à réaliser les objectifs où on a trouvé les dépendances avec les autres équipes et on a planifié la synchronisation avec les autres, etc. Des choses que tu mets pas vraiment dans le ticket à la base, quoi. Parce que le ticket, il décrit un peu, enfin, en général, il décrit ta tâche, quoi. Mais des fois, il y a des petites choses qui sont intangibles, quoi. Que tu peux pas résoudre un mois à l'avance ou 2 semaines à l'avance, quoi. Normalement, en Scrum pur, je crois que si ton ticket est encore flou en sprint planning, il passe censé rentrer censé le refuser. Ouais. Oui, mais ça dépend ce qui est flou, quoi. Ouais. Mais si tu sais exactement ce que tu dois faire, mais ce qui est flou, c'est la façon de le résoudre, ou tu peux avoir Non, mais si c'est par exemple, tu dois aller parler avec telle autre personne d'une autre équipe, en Scrum pur, je crois qu'un ticket pareil, c'est pas censé rentrer dans le sprint. Alors, enfin, disons que quand c'est du développement pur, je pense qu'encore ça va, mais quand tu commences à rentrer dans les choses où tu as des bugs ou des choses, ou des spécifications ou des choses un peu plus humaines à faire ou vraiment incertaines, parce que les bugs, tu connais pas forcément la cause, bah là tu es obligé d'avoir, on va dire, une gestion de risque un peu plus fine, quoi. Oui, de toute façon, les bugs sont pas évalués, il me semble, normalement. Pardon ? Les bugs sont pas évalués, normalement, de toute façon. Ils sont pas estimés dans le temps, mais c'est quand même des choses que tu fais, donc ça change ta capacité, quoi. Mais tu vas pas chercher à l'avance à leur donner une note. En moyenne, si tu résous, enfin, ça veut dire si tu résous à peu près toujours la même quantité de bugs, on va dire en moyenne dans le temps, tu commences à avoir une estimation de ta vitesse qui est bonne, en incluant le fait que tu fais toujours des activités de bugs. Mais bon, ça n'empêche que, dans un cas particulier, peut-être que des fois, t'as besoin de résoudre des problèmes. Enfin bref, en tout cas, voilà, c'est le planning. On est là pour faire une grosse réunion où on se donne des objectifs et normalement, à partir de là, l'équipe, elle sait ce qu'elle doit faire et t'as réduit au maximum les risques. Sachant qu'après, il y a le daily. Le purpose, c'est augmenter les chances de réussir.
Donc de réussir, donc c'était à réaliser les objectifs du sprint. Il propose 15 minutes pour un sprint d'un mois, ou pour tout en fait. Donc c'est la fréquence, c'est tous les jours. Et ils disent que ça devrait améliorer la communication et améliorer la prise de décision en identifiant rapidement les bloqueurs et les obstacles. Je savais Donc pas que ça, c'était c'est défini vraiment comme une ça, mais communication entre devs normalement pour s'auto-organiser dans la réalisation du sprint et puis gérer les maladies et les obstacles découverts. Et c'est aussi l'occasion peut-être pour dire les choses quand on a découvert, de dire comment on va les traiter, est-ce que ça crée un nouveau ticket ou pas. Donc on peut échanger avec son PO. Oh, Voilà. en général, Normalement, c'est plus pour les devs, mais voilà, ça peut servir pour toute l'équipe de manière générale, quoi. en général, le gros but du meeting, c'est de voir si on est en retard ou en avance, et surtout de détecter les gens bloqués, en fait. ouais. D'ailleurs, je crois, la dernière qui est des questions, c'est qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui, et est-ce que tu es bloqué, quoi. Parce que le but, c'est surtout ça, c'est de voir où est-ce qu'on en est dans le sprint, vérifier qu'on est dans les temps. Si on n'est pas dans les temps, pouvoir commencer à faire un plan, et surtout, éviter que Bob soit bloqué sur sa story depuis 3 jours et que personne ne sache et que personne ne l'aide, en fait. Moi, ça, c'est un des trucs que j'ai lu récemment. Et de toute façon, je l'ai toujours entendu. Et j'avais cette discussion dans ma dernière équipe, entre l'équipe et le manager. C'est le framework en général, c'est effectivement qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, et c'est quoi les trucs bloquants. Ouais. En général, la critique qui revient tout le temps, c'est ça sert à rien de faire ça. Enfin, en tout cas, le côté oral de qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, il est pas très intéressant. Et ça, c'est le truc qui prend les 3/4 du temps du meeting et qui fait qu'il déborde tout le temps. D'autant que, enfin, je sais pas quelle est votre expérience là-dessus, mais moi, mon expérience, typiquement dans la dernière boîte où j'étais, c'est que souvent, ce que les gens avaient dit qu'ils allaient faire dans la journée, c'est pas du tout ce qu'ils allaient nous raconter le lendemain. Et du coup, quand ça arrive, ça enlève complètement l'intérêt d'avoir fait cet exercice-là. Bah, Faut que Et, avoir une et humain quand à qui tu fais confiance, quoi. ouais, non, mais, et le truc, c'est que quand t'as peu de bloqueurs, t'as un meeting tous les jours qui te prend beaucoup de temps et qui sert pas à Tu peux grand-chose. broder pour rien dire, ouais. moi, je suis pas totalement d'accord, mais c'est peut-être parce que on n'a pas la même compréhension de l'usage du Scrum. Mais pour moi, en fait, justement, il est là pour te placer où est-ce que tu es par rapport à ton sprint. Et donc, si jamais tu dis, tout ça, c'est déjà fini, et je compte faire ça, et que le lendemain matin, tu dis, j'ai fait autre chose, bah, justement, en fait, c'est fait pour détecter ça, en fait. Le problème, c'est souvent, euh, déjà en tant que dev, on est un peu omnibulé sur nos tickets à nous et pas ceux des autres. Donc, nous, on sait très bien si jamais on a dit la même chose d'un jour à un autre, mais à la limite, si quelqu'un d'autre dans l'équipe n'a pas dit la même chose d'un jour à un autre, pas forcément détecté. Et c'est un peu justement le rôle du Scrum Master de vérifier ça et de dire, mais attends, là, en fait, il y a un truc. Pourquoi hier, tu as dit que tu allais travailler sur ça et finalement, tu as travaillé sur ça. Et tu vois bien que du coup, ton ticket n'est pas fini et qu'on est en train de drifter, en fait. Donc, c'est fait pour trouver les drifts, trouver le truc qui fait que tu es en retard, mais pas forcément le résoudre à ce moment-là, justement, juste le détecter et dire, OK, il y a un problème, on va en parler après, on va essayer de comprendre. Et du coup, si c'est fait comme ça, et c'est la seule manière de le faire pour que ça reste court, en fait. C'est vraiment très court, c'est tout ça, c'est fini, et je suis sur tel ticket. Et tu vois, si jamais ça fait 2 jours que tu es sur le même ticket alors que c'était censé être 1 heure, bah, au bout du deuxième jour, on dit attends, c'est déjà le deuxième jour, on prend 10 minutes après le daily et on va essayer de voir parce que là, c'est anormal en fait. Ouais, alors, Mais du coup, je j'en peux. reviens à la question enfin, le truc que j'ai dit juste avant, c'est dans ce cas-là, c'est même plus efficace de le faire en A5 par écrit que de le faire à l'oral dans un meeting. Parce que du coup, détecter ces drifts-là, ce sera encore plus simple s'il y a un écrit plutôt que d'essayer de te rappeler enfin, et en plus, du coup, moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui faisait le Scrum Master. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui avait ce rôle dédié et qui savait exactement ce qu'il devait faire.
souvent, on choisissait quelqu'un dans l'équipe au hasard qui allait le faire pendant une semaine, quoi. Ouais. Et souvent, c'est déjà, selon la personne, c'est pas du tout le même rôle. Mais Et personne n'a les mêmes la attentes trace écrite sur- est dans le board, hein, normalement, en fait. C'est... Ouais. Mais Oui. t'as raison que ça peut être fait par écrit uniquement. Mais au final, c'est le board, ta tasse écrite. En théorie, si jamais le lendemain, tu me dis finalement, je suis sur tel truc, tu vois bien que t'as un ticket qui était en une progress, que t'es Mais censé qui a pas changer. Et là, tu te dis, mais attends, c'est une arnaque. Mais après, c'est vrai que ça pourrait ne pas être fait en daily. Je saurais pas dire exactement pourquoi Scrum le fait comme ça. Je pense que c'est plutôt l'idée du vrai daily d'origine où t'es debout, en cercle. Parce que du coup, ça te force à essayer de faire un peu plus attention à ce que disent les autres. Moi, honnêtement, je suis en daily le matin en télétravail. J'écoute à moitié ce que disent les autres. Oui. Je fais autre chose. Je fais ma partie. Et en fait, ça, pour le coup, c'est pas du tout agile. L'agilité, normalement, c'est justement d'essayer d'avoir une équipe beaucoup plus soudée. Et d'ailleurs, j'aurais même tendance à dire que, par définition, l'agilité, ça fonctionne en présentiel, normalement. Je pense pas que je suis d'accord avec tout ça, Gaëtan. Et je vous propose, on va finir, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, on va finir les deux autres. Le Scrum, on va faire une séance dédiée parce que moi j'ai essayé tellement de variantes de la façon de faire le daily. Je pense que je peux faire un épisode entier sur les écueils et les pros et les contres de toutes les variantes qu'on a fait. Parce qu'on a essayé, enfin, je peux vous faire un teaser, hein, mais on a essayé à l'écrit, on a essayé préparer, pas préparer, on a essayé détailler, résoudre les problèmes à la volée, laisser du temps à la fin pour les détailler ou pas, un temps pour le PO, un temps sans, pas de temps pour le PO. On a essayé vraiment beaucoup de choses, quoi. Donc je propose qu'on fasse un épisode complet sur juste ce délire. Mais le daily, à mon avis, il y a un... Et moi, je suis pas convaincu qu'il soit inutile. Alors, je suis pas convaincu comme Romain qu'il faut être en présentiel. À mon avis, tu peux avoir une équipe soudée en remote. Il y a d'autres méthodes, du coup, tu mais... peux faire avec des vrais post-it. Tu te rends pas compte, les post-it, c'est la vie, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que à la base, quand les principes agiles ont été créés, ça targetait vraiment des équipes. Oui. Ce qui fait que la méthode est peut-être un peu biaisée vers le fait d'être... Et tous les principes, quand tu les lis, c'est ça. C'est on préfère une équipe petite, soudée, qui parle et communique très bien ensemble, plutôt qu'une équipe partagée. Le truc qu'ils disent aussi, tu vois, c'est meilleur moyen de communiquer, c'est en face à face. C'est en face à face, c'est pas en meeting à distance. Donc l'agilité à sa base, c'était vraiment cet esprit-là. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous retourner au travail? Je pense pas, bien entendu. Mais du coup, ça a effectivement des impacts. Et moi, effectivement, je trouve que essayer de refaire les scrums digitalisés, ça marche pas forcément pareil. D'ailleurs, dans le vrai daily, non, t'es en présentiel et tu bouges ton ticket. Et souvent, quand les coachs arrivent, ils font ça. Et ils le forcent. Et les coachs, ils arrivent, ils disent non, on va pas faire ça avec un board Jira ou autre chose parce que c'est pas la même chose. Bon. Et après, t'as la joie d'avoir les tickets qui sont déplacés sur le board et pas dans Jira. Et... On va continuer, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc il nous reste donc il y a ça, on peut en parler encore beaucoup apparemment. Il y a la revue et la rétrospective. Et il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, donc juste la revue, la rétrospective. Est-ce que vous pensez que ça a un intérêt, vous en servez ou pas très rapidement Moi je pense que la rétrospective marche bien dans notre équipe. Ça nous permet justement d'avoir cette amélioration continue et d'adresser des problèmes d'organisation et de pouvoir itérer sur le daily et d'essayer des nouvelles choses innovantes. La revue, en revanche, c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à mettre en place correctement. Pourtant, en vrai, ils vont souvent ensemble. Hein. Et moi, j'aurais tendance à dire que pour moi, la revue et la rétrospective, c'est presque les plus importants à mes yeux. Alors, le daily est aussi très important à mes yeux, mais la revue, ça te permet de dire est-ce que tu as réussi ou pas ton sprint déjà. Et ce que j'aime pas, effectivement, c'est si tu le fais pas, tu peux rater sprint sur sprint et sans trop t'en rendre compte, en fait. La revue, c'est ça. C'est au début, j'avais promis ça, j'ai délivré ça. Il y a peut-être des tickets qui sont arrivés en cours de route parce qu'il y avait de l'inconnu ou d'autres priorités. Et bien à la fin, j'ai délivré ça. Est-ce que c'était ou pas ce qu'on m'avait demandé de faire? Et essayer d'être honnête avec soi-même et se dire si on a réussi ou pas. Et ça suit juste derrière sur la rétrospective qui va te dire ok, bon, maintenant on a eu tel résultat. Comment on l'explique et comment on fait pour s'améliorer? C'est pas juste ça, hein. Dans Scrum.org, ils disent feedback from stakeholders. Donc, oui, aussi, oui. Moi, de ce que je comprends, c'est que normalement, dans la partie revue, tu dois avoir
ta clientèle devant toi, quoi. Et c'est Ouais, le moment ouais, aussi bien de sûr. revoir si leur Et motivation ou leur plan a changé parce qu'ils ont essayé ce que tu as livré la dernière fois et qu'en fait le bouton il doit être rouge et pas vert, etc., c'est quoi. c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que c'est ce qui valide ce que tu as fait, en fait. C'est-à-dire que même si ton ticket est écrit d'une certaine façon, tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait, ce que tu as livré, ça correspondait pas du tout à ce qui avait été demandé. Et du coup, si tu fais pas cette revue, bah encore une fois, tu peux faire des sprints où, où tu es en échec, en fait. Tu le remarques pas, mais en fait, tu absolument pas fait ce qu'il fait. Et donc, du coup, c'est très important si tu veux t'améliorer, autant que la rétrospective. Mais c'est marrant parce que moi, je pense que j'ai jamais fait une équipe où on faisait vraiment la revue. Ouais, je sais. Donc, enfin, c'est même pas juste, on n'avait pas les stakeholders. C'était, enfin, de temps Hmm. en temps, il y avait juste pas du tout de revue. Mais je vais être honnête, Mais typiquement, vas-y, vas-y. non, non, j'ai pas envie de te couper, vas-y. Non, je disais, mais typiquement, quand on est passé au Kanban, parce que je pense que, en fait, je pense que dans presque 60-70% des cas où j'ai eu une équipe qui s'éloignait des sprints, c'est parce que de toute façon, on faisait pas la revue et qu'effectivement, ça enlève aussi beaucoup de l'intérêt d'avoir fait des sprints. Et typiquement, en faisant du Kanban, on avait gardé des itérations dans ma dernière équipe, là. Et à la fin de l'itération, on faisait, donc ça s'appelait pas une revue évidemment, mais on faisait quand même un point sur, enfin, c'est le moment où tu dis, est-ce que sur le plus long terme, je suis quand même on track? Parce que c'est en voyant est-ce que tu as terminé ce que tu as fait sur ta dernière itération et ce que tu as prévu de faire sur la prochaine que tu peux dire, bah là, la grande milestone de la boîte, de notre côté, on va l'atteindre ou pas, quoi. Et c'est à ce Hmm. moment-là où tu peux lever le point d'alerte. Donc ouais, je suis d'accord avec le fait que, en vrai, j'ai l'impression que souvent on la squeeze et que c'est vraiment pas celle-là qu'il faudrait squeezer, quoi. Ouais. Et je sais pas, bon, c'est un ressenti personnel, hein, mais moi, à titre personnel, je dois avouer que autant c'est le plus important, la review, mais c'est clairement le plus chiant aussi. D'un point de vue dev, c'est vraiment la cérémonie que je trouve la plus chiante et qui me botte le moins. Et alors que quelque part, c'est vraiment la plus importante parce que, Mm. effectivement, comme tu dis, c'est celle qui te permet de voir si tu es on track ou pas, qui te permet de voir si jamais en fait tu as un problème de communication avec tes shareholders. Et donc, à mon avis, c'est pour ça que souvent elle est pas faite. C'est parce qu'en fait, c'est pas très prenant. Si en plus tes shareholders sont pas là, bah ça perd la moitié de son intérêt parce qu'il y a aussi beaucoup d'endroits où il y a du scrum un peu bizarre où le PO est pas toujours là, ou alors il est là mais en fait c'est pas un vrai PO parce qu'il a pas les pouvoirs et c'est pas ce qu'il faut faire. Donc Ce qui est fréquent. Mais ouais, non, je pense que je suis d'accord avec toi. Après, je pense que ça dépend comment c'est fait. Et typiquement, quand t'as vraiment une équipe pas trop grosse avec beaucoup de confiance, ça peut être fait de manière très cool. mm, Parce que du coup, enfin en fait, le fait que potentiellement tu vas inviter un peu de politique dedans, parce qu'il faut pas montrer que ton équipe a fait trop de trucs, en tout cas, mm. fait que ça enlève beaucoup d'intérêt à cette réunion-là, Ah oui alors que quand il oui. y a beaucoup de transparence, ce que tu vas en retirer est beaucoup plus fort. Et enfin, pour revenir à la rétro, je pense que c'est aussi la même chose. Et moi, j'ai vécu beaucoup de fois les rétros en mode un peu politique, parce qu'il y a des gens avec qui t'as pas envie de parler des problèmes qui sont arrivés dans l'équipe, qui sont invités à la rétro, ou alors parce qu'il y a des gens qui ont la flemme, et à la fin, tout le monde finit par avoir la flemme, et donc tout le monde ne vient plus, ou alors, enfin, plus personne ne dit de trucs très intéressants. Et à l'inverse, ma dernière expérience a fait. Enfin, c'est aussi la façon de donner des feedbacks des gens. Et c'est pas facile de donner du feedback. Et quand t'es dans une équipe qui sait bien le faire, la rétro, enfin, vraiment, c'est trop bien en fait. Et pas nécessairement parce que. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais été dans une équipe où on arrive à bien prendre les points d'action et qui sont respectés 100% du temps et tout. Par contre, le fait juste de réaliser des problèmes, et de réaliser que les autres les ont aussi et que t'es pas tout seul dans ton coin et ce genre de truc fait que de fait, même si t'as pas pris de point d'action, en fait, bah, les gens vont avoir ce truc dans la Mm. tête et travailler dessus un peu. Parce que enfin voilà, typiquement, je sais pas, quand t'as un problème de build system qui prend trop de temps et qui crache sur la plupart des machines, par exemple, si ça arrive que chez toi, tu vas pas faire d'efforts. Si en rétro, t'apprends que bah, ça arrive à tout le monde, bah, alors en général, quand même, sur celui-là, tu vas prendre un point d'action et il va être facile Mm. à identifier et à faire. Mais dans tous les cas, il y a quand même des gens qui, en réayant ce problème-là, vont travailler dessus, naturellement. Et du coup, je trouve que, ouais, comme la revue, la rétro, enfin,
une fois que ton équipe a appris à se donner du feedback et à avoir confiance entre ses membres, elle a une valeur de fou en fait. Il faut arriver à cette étape-là, ce qui est pas évident en fait. Bah, le point que je vois souvent en rétro, c'est tu décides de trucs, tu dis que tu vas le faire, et en fait tu le fais pas, et la semaine prochaine, le semaine d'après, tu redis la même chose. Donc, et ça, c'est juste humain, hein, c'est changer, c'est pas facile. Et c'est un peu comme tu dis, faut être capable de le faire de façon joviale, et après du coup de le rappeler à chaque délit. C'est aussi, on en parlait tout à l'heure, mais ça sert aussi à ça le délit. Mais en vrai, tu vois, quand il y a de la confiance et tout dans l'équipe, le fait d'avoir un truc qui est... Parce que oui, ça arrive dans toutes les équipes, t'as un truc qui traîne depuis des mois, voire presque des années. En fait, la frustration qui naît d'avoir ce truc, normalement, elle fait que potentiellement, à un moment, tu vas réagir, alors que si t'en parles jamais, de toute façon, il se passera rien. Quoi. Je vous propose qu'on en reste là, parce qu'on a fait beaucoup. Pardon, Guillaume. Et qu'on refasse des... Non, mais c'est vachement intéressant. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Et en plus, on n'a pas encore rentré dans le détail de qu'est-ce qu'on préconise, par exemple, peut-être comparer des méthodologies ou des choses comme ça. Donc, mais typiquement sur le daily. Beaucoup de choses si ça intéresse nos abonnés. Et ils peuvent nous dire en commentaire. Hein. Est-ce que vous préférez Est-ce que vous préférez qu'on s'attarde sur une cérémonie en particulier ou qu'on compare avec d'autres méthodologies? Exactement. Et aussi, n'oubliez pas de mettre les pouces vers le haut. Et puis la cloche et abonnement. Le subscribe, la totale. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup, Martin. À bientôt. Merci. Salut. Merci.